La douleur d'un cœur brisé est un écho qui résonne dans toute l'âme, surtout lorsque cette douleur vient de ceux que vous avez le plus aimés et pour lesquels vous vous êtes le plus sacrifié. Pendant des années, j'ai été le pilier invisible, le soutien oublié d'une famille que j'ai construite avec chaque goutte de ma sueur et chaque parcelle de mon espoir. Ils m'ont abandonné, m'ont laissé à la dérive dans une mer de solitude et d'indifférence, sans un seul mot d'adieu ni un regard de gratitude. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, tandis qu'ils me voyaient sombrer, je tenais la clé d'un secret qui changerait le destin de nous tous. Écoutez cette histoire jusqu'au bout et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Père, tu es un fardeau. La voix de Maria a résonné dans mes oreilles, plus douloureuse qu'un coup physique. J'étais assis dans le vieux fauteuil du salon, celui-là même que mes parents m'avaient offert pour mon mariage, aujourd'hui usé et taché, comme ma propre vie. Les yeux de Maria étaient froids, distants, sans l'éclat de la petite fille que j'avais un jour portée dans mes bras, que j'avais nourrie avec tant d'affection et pour laquelle j'avais consacré chacun de mes jours. L'humiliation m'a englouti tout entier, comprimant ma poitrine jusqu'à ce que l'air semble se raréfier. Moi, Joaquim da Silva, l'homme qui avait toujours été la forteresse de cette maison, le refuge sûr de tous, je n'étais plus qu'un gêneur, un fardeau trop lourd pour les épaules de ma propre fille. Le silence qui a suivi ces mots était plus assourdissant que n'importe quel cri. J'ai senti le goût amer de la trahison dans ma bouche, mêlé au sel des larmes que je refusais de laisser couler. Mes mains, autrefois fortes et capables de réparer n'importe quel moteur, tremblaient légèrement, trahissant la fragilité que l'âge et la douleur m'avaient imposée. Je voyais le mépris dans les yeux de mon gendre, qui observait la scène avec un sourire dissimulé, comme si mon malheur était un spectacle à savourer. La maison, autrefois pleine de rires et de chaleur, ressemblait désormais à un tombeau glacé, où la seule chose qui me restait était la solitude et la certitude que la dignité, pour eux, ne valait pas plus que l'argent. Chaque jour qui passait, la maison de Maria se transformait en prison pour moi. J'essayais d'aider, de réparer quelque chose, de tendre la main, mais chaque initiative était accueillie par un soupir impatient, un regard désapprobateur. Mes repas étaient servis à la hâte, sans la conversation ni l'affection qui nous unissaient autrefois. J'étais un fantôme, une ombre errant dans les pièces, invisible, indésirable. La douleur de l'abandon était une plaie ouverte, qui palpitait à chaque aube, me rappelant l'ironie cruelle du destin. J'avais tout sacrifié pour eux, et maintenant, au crépuscule de ma vie, ils me rejetaient comme un objet sans valeur, sans même un souvenir des années de dévouement. Je me souviens de la terre sèche sous mes pieds nus, de l'odeur de la rosée dans l'air et du soleil pointant à l'horizon, annonçant un nouveau jour de labeur à la campagne. Depuis mon enfance, j'ai appris que le travail était le seul pont vers une vie digne, et mes mains, encore petites, ressentaient déjà le poids de la houe et la chaleur du soleil. Mon père, avec sa sagesse silencieuse, m'a appris à aimer la terre et à respecter chaque graine que nous plantions, car c'est d'elle que viendrait notre subsistance. Ces temps étaient difficiles, mais il y avait une pureté dans la simplicité, une valeur dans l'honnêteté que j'ai portée toute ma vie, un héritage qui valait plus que l'or, du moins le pensais-je. Avec le temps, la campagne ne suffisait plus. La ville appelait avec ses promesses de progrès, et moi, jeune rêveur, j'ai décidé de tenter ma chance dans le petit atelier mécanique de Monsieur Manuel. Là, parmi la graisse et les moteurs, j'ai trouvé mon métier et la certitude que je pouvais offrir davantage aux miens. Chaque outil dans mes mains était une extension de mon désir de construire un avenir, de donner à mes enfants ce que je n'avais jamais eu, des opportunités. Les aurores étaient longues, les journées épuisantes, mais l'image de ma femme avec son doux sourire et de mes enfants, avec leurs yeux curieux, était le carburant qui me poussait à continuer. Ma femme, l'éternelle Maria, était la lumière de ma vie. Son étreinte était mon refuge sûr, son rire, la mélodie qui berçait mes jours. Ensemble, nous avons construit une petite maison simple, mais pleine d'amour, où chaque recoin gardait une histoire. Je me souviens d'avoir peint le mur de la cuisine en jaune pour elle, car la joie, disait-elle, doit commencer avec le premier repas de la journée. Et moi, fou d'amour, j'ai veillé à ce que ce soit le jaune le plus éclatant que je puisse trouver, un reflet du soleil qu'elle était dans ma vie, dans notre maison. Je voyais mes enfants grandir, Maria et Pedro, et chacun de leurs petits pas était une victoire pour moi. Je me souviens de Maria, encore enfant, avec sa robe de calicot rapiécée, courant dans la cour avec un sourire édenté,
serrant dans ses bras les poupées de chiffon que je réparais moi-même pour elle, et Pedro, avec sa salopette tachée de terre, m'aidant à l'atelier, imitant chacun de mes gestes avec la promesse qu'il serait un mécanicien aussi bon que son père. Pour eux, j'étais le héros, le géant capable de résoudre n'importe quel problème, et cette admiration était mon plus grand cadeau. Chaque centime que j'économisais était pour eux. Je me souviens d'avoir renoncé à un costume neuf pour acheter les livres de Maria, qui rêvait de devenir enseignante, et de réparer les voitures les plus difficiles de l'atelier pour payer les cours de guitare de Pedro, qui avait un talent inné pour la musique. Il ne savait rien des sacrifices, des heures supplémentaires, de l'épuisement que je ressentais à la fin de la journée. Pour moi, leur bonheur était ma propre récompense, le soulagement de savoir que, grâce à moi, ils auraient un avenir plus lumineux, rempli de choix. Les soirées étaient pour la famille. Après une journée épuisante à l'atelier, je rentrais à la maison et m'asseyais à table avec ma femme et mes enfants. Les repas étaient simples, mais riches en conversation et en rires. Je racontais des histoires de la campagne, de l'atelier, et ils me bombardaient de questions, avec la curiosité propre aux enfants. Ces moments étaient sacrés, le lien qui nous unissait, la preuve que, même avec peu, nous avions tout, l'amour, le respect et la certitude que nous étions une famille. Ma femme disait toujours que l'odeur de la cuisine maison était l'étreinte la plus chaleureuse que nous pouvions nous offrir. J'ai vieilli dans l'atelier. Mes cheveux gris et mes mains calleuses étaient la preuve d'une vie consacrée au travail et à la famille. L'odeur d'huile et de graisse imprégnait mes vêtements, mes souvenirs, et j'étais fier de chaque cicatrice, de chaque ride que le temps avait gravée sur mon corps. J'étais un pourvoyeur silencieux qui ne demandait rien en retour, seulement l'union et l'amour de ceux que je chérissais le plus. Je croyais que l'honnêteté et le dévouement étaient les graines qui, un jour, porteraient des fruits de gratitude et d'affection. La vieillesse est arrivée, et avec elle, la fatigue. L'atelier, qui était autrefois ma passion, a commencé à peser. Ma femme, mon amour, est partie il y a 5 ans, laissant un vide immense qui n'a jamais été comblé. Je me suis retrouvé seul, avec une santé fragile, et la promesse que je m'étais faite de ne jamais être un fardeau pour mes enfants a commencé à s'évanouir. Je pensais qu'en emménageant chez Maria, je trouverais le réconfort et les soins que je leur avais toujours donnés, un échange équitable d'amour et d'affection. Mais ce que j'ai trouvé était un reflet froid et déformé de ma propre générosité. Les vêtements que je portais autrefois avec fierté étaient maintenant vieux et tachés, comme la dignité qu'on m'arrachait chaque jour. Les jouets que je réparais pour mes enfants, maintenant jetés dans un coin de la pièce, étaient une métaphore de mon propre rejet. Je suis devenu une horloge arrêtée dans le temps, un objet ancien dans une maison moderne, sans utilité, sans valeur. La douleur était si profonde qu'elle semblait se matérialiser, comprimant ma poitrine, me volant l'air. Au début, que tout était subtil, presque imperceptible. Les conversations à table se faisaient plus courtes, les rires moins fréquents. J'essayais d'entamer une discussion, de parler des nouvelles de la ville, de mes souvenirs de la campagne, mais les réponses de Maria et de mon gendre étaient monosyllabiques, empreintes d'une hâte inexplicable. Leurs yeux évitaient les miens, comme si ma présence était une gêne qu'ils pouvaient à peine supporter. Moi qui avais toujours été le centre de la famille, je me voyais maintenant en marge, un spectateur silencieux de ma propre exclusion, et le poids de ce silence était écrasant, plus lourd que n'importe quel moteur que j'avais réparé. Peu à peu, l'invisibilité s'est installée. Personne ne m'appelait pour les repas, et je devais me lever pour aller à la cuisine, où la nourriture était déjà servie, souvent froide. Les portes des chambres de Maria et de mon gendre restaient fermées, et j'entendais les voix étouffées de leurs conversations, des rires qui ne m'incluaient pas. J'essayais de me distraire avec la télévision, mais même le son des feuilletons ne pouvait étouffer le vide qui grandissait en moi. C'était comme si j'étais dans une maison pleine, mais en même temps complètement seul, un fantôme errant sans but, sans raison. Je me souviens d'un jour où j'ai essayé d'aider Maria avec un problème de plomberie. J'ai offert mes connaissances, mes mains calleuses, mais elle m'a regardé avec dédain et a dit, d'une voix chargée d'impatience, « Ce n'est pas la peine, papa. J'ai déjà appelé un professionnel. Tu es trop vieux pour ça maintenant. » Ces mots m'ont frappé comme un coup. Moi, l'homme qui avait construit et réparé tant de choses, j'étais désormais vu comme inutile, incapable même d'aider ma propre fille. L'humiliation brûlait mon visage, et je me suis retiré en silence dans ma chambre, où les larmes que je retenais jusque-là ont enfin coulé, chaudes et amères.
Les réunions de famille sont devenues un supplice. Je voyais Maria et Pedro, avec leur famille, se rassembler autour d'une table abondante, riant et célébrant, tandis que je restais dans un coin, presque oublié. Les questions sur ma santé étaient superficielles, les conversations protocolaires. Ils parlèrent de leurs emplois, de leurs voyages, de leurs projets, et je sentais qu'il n'y avait pas de place pour moi dans ce nouveau monde qu'ils avaient construit. Celui qui avait consacré sa vie pour qu'ils aient tout était maintenant exclu de leur propre bonheur, un lien qui avait été coupé, un souvenir gênant qu'ils préféraient ignorer. Le mépris était si palpable que je pouvais le sentir dans l'air. Maria me donnait des tâches simples, comme arroser les plantes ou chercher le journal, comme si j'étais un employé et non son père. Son ton de voix était toujours condescendant, et ses mots, même s'ils n'étaient pas ouvertement cruels, portaient un poids d'indifférence qui me blessait plus que n'importe quelle insulte. Je réalisais que, pour elle, j'étais juste un fardeau, une responsabilité qui l'empêchait de vivre la vie qu'elle désirait. Et cette constatation, plus que toute autre chose, m'a fait voir que l'amour que j'avais cultivé pendant tant d'années s'était flétri, se transformant en poussière entre ses mains. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, derrière ma silhouette silencieuse et apparemment inoffensive, je gardais un secret, un atout que j'avais construit avec la même dévotion que celle avec laquelle j'avais construit ma famille. Il y a plus de 30 ans, avec le peu d'argent que je parvenais à économiser de l'atelier et de la campagne, j'ai investi dans un vaste terrain à la périphérie de la ville. Tous se moquaient de mon choix, disant que c'était le bout du monde, que ça ne vaudrait jamais rien. Je me contentais de sourire, un sourire qui cachait l'intuition que ce petit bout de terre, un jour, serait bien plus qu'un simple terrain. Je l'appelais mon petit bout de terre, et je le visitais en secret, imaginant l'avenir. Je plantais quelques arbres, réparais la clôture, le gardais toujours propre et entretenu, comme s'il s'agissait d'un jardin caché de mon âme. Personne dans la famille n'a jamais connu la véritable ampleur de cet investissement, ni le potentiel que j'y voyais. Mon plan était simple, le révéler au moment opportun, comme un héritage grandiose pour mes enfants et petits-enfants, un legs qui les protégerait et leur offrirait la sécurité, un cadeau d'un père qui voulait toujours le meilleur pour sa progéniture. Et le temps, avec sa sagesse implacable, a prouvé ma vision. Avec la croissance de la ville et la découverte d'une source d'eau minérale sur ces terres, mon petit bout de terre s'est transformé en une fortune inestimable. De grandes entreprises de construction et des compagnies d'embouteillage d'eau minérale ont commencé à convoiter ce terrain, qui valait désormais des millions. J'avais entre mes mains non seulement un morceau de terre, mais le pouvoir de redéfinir l'avenir, de changer les règles du jeu. Et j'avais aussi un testament détaillant la répartition de mes biens qui maintenant, face à leur froideur et leur ingratitude, ne serait plus utilisé dans son but initial. La phrase de Maria « Père, tu es un fardeau » a été la ligne de démarcation, le point de non-retour. À cet instant, la douleur s'est transformée en une clarté glacée, en une lucidité que je n'avais jamais connue auparavant. Mes mains, autrefois tremblantes d'humiliation, se raffermissaient désormais avec une détermination inébranlable. Il n'y aurait ni désespoir, ni lamentation. Ce secret, gardé pendant des décennies pour leur bénéfice, aurait désormais un nouveau but, une voie différente. Moi, le fardeau qu'ils avaient rejeté, je leur montrerais le poids de leur choix, mais d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Sans que personne ne se doute de rien, j'ai commencé à agir. J'ai contacté le docteur Almeida, un avocat de confiance de la ville voisine, un homme intègre qui connaissait mon histoire depuis l'époque de l'atelier. Avec sa discrétion, il a écouté mon récit et en quelques semaines, le testament que j'avais rédigé, celui qui destinait le terrain à mes enfants, a été modifié. Maria et son mari, pour leur ingratitude, ont été exclus de l'héritage de ce bien qui valait maintenant une fortune. Ce n'était pas de la vengeance, mais une justice silencieuse, une réparation morale que je me devais à moi-même. En parallèle, j'ai entamé des négociations discrètes pour la vente d'une partie significative du terrain à une grande entreprise d'embouteillage d'eau. Leur empressement était mon opportunité. L'argent, cependant, ne serait ni pour moi, ni pour ma famille ingrate. Il avait un but plus grand, un legs qui transcenderait l'égoïsme et la cupidité. Et tandis que les négociations avançaient, j'ai fait un dernier mouvement silencieux. J'ai préparé mon déménagement pour la petite ferme isolée que j'avais achetée et rénovée en secret il y a des années. Un refuge simple mais digne. Je disparaîtrai de leur vie, non pour me cacher, mais pour renaître en paix. La nouvelle de la vente du terrain et de ma fortune s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre.
et l'impact a été immédiat et prévisible. Soudain, Maria et mon gendre, qui m'ignoraient et me traitaient comme un gêneur auparavant, sont réapparus. Ils sont arrivés à mon ancienne maison avec des paniers de cadeaux, des fleurs et des mots doux, forcés, qui masquaient à peine la cupidité dans leurs yeux. La surprise sur leur visage, en apprenant que j'avais disparu de la maison de Maria, était évidente, mais elle s'est rapidement transformée en une quête frénétique de mon lieu de séjour, culminant par leur arrivée à la petite ferme. Ils m'ont entouré d'une affection qu'ils n'avaient jamais montrée pendant les années où j'ai vécu dans leur ombre. Maria m'a enlacé, une étreinte qui ne portait pas la chaleur véritable, mais la froideur de l'intérêt. Mon gendre, avec son sourire le plus faux, a essayé de me convaincre de retourner chez eux, promettant des soins et une attention qu'ils ne m'avaient jamais donnée auparavant. Ce spectacle de fausse rédemption était une insulte à mon intelligence, une offense à la douleur qu'il m'avait causée. Les excuses bâclées et les promesses vides étaient comme du poison à mes oreilles, et je les observais avec un regard serein, mais qui cachait la dureté de celui qui ne se laisse plus duper. Je les voyais, chaque geste, chaque mot, et je ressentais la nausée de leur hypocrisie. Ils voulaient mon pardon, non par un remords sincère, mais parce qu'ils voulaient mon argent, ma fortune. Le contraste entre leur absence et leur mépris d'avant, et cette soudaine attention intéressée, était brutalement clair. Je gardais le contrôle de la situation, ma voix calme, mes yeux perçants, conscient que leur amour n'était pas véritable, mais un masque pour l'ambition. Moi, le fardeau qu'ils avaient rejeté, j'étais maintenant le centre de leurs attentions, mais pas pour ma valeur en tant que père, mais pour le poids de mon compte en banque. Le dilemme qui se présentait était profond, torturant. Moi, Joaquim da Silva, pourrais-je simplement tourner le dos à ceux qui m'avaient rejeté et profiter de ma fortune en paix? Ou devrais-je, malgré la douleur et la trahison, trouver dans mon cœur la capacité de pardonner, de leur donner une nouvelle chance, même en sachant que leur amour était motivé par l'intérêt? La réponse ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la justice. Pas dans le fait de leur faire subir la même douleur que j'avais ressentie, mais dans celui de leur montrer la valeur de la générosité, une valeur qu'ils avaient oubliée. J'ai décidé que la véritable valeur d'un père ne se mesure pas à ce qu'il porte, mais à ce qu'il construit et surtout à ce qu'il est capable d'offrir à ceux qui en ont vraiment besoin. Ma fortune ne serait pas utilisée pour assouvir la cupidité d'autrui, ni pour nourrir une rancune qui ne ferait que me détruire. Elle serait un phare d'espoir pour ceux qui, comme moi, ont été oubliés et dévalorisés. Les institutions caritatives, les orphelinats, les maisons de retraite pour personnes abandonnées, des gens qui ne m'ont jamais connu, mais qui avaient besoin d'une main tendue. C'est à eux que reviendrait mon legs, la preuve que la vie, même dans ces moments les plus sombres, peut s'épanouir en actes de bonté. Et ainsi, avec le cœur en paix et l'âme légère, j'ai commencé à réécrire mon héritage. Mon histoire ne serait pas celle d'un homme aigri par l'ingratitude, mais celle de quelqu'un qui a trouvé dans le rejet la force de redéfinir ce qui compte vraiment dans la vie. Je regarde en arrière et je vois chaque sacrifice, chaque larme, et je sais que rien n'a été vain. La douleur m'a montré qui j'étais vraiment et ce que je valorisais réellement. Maintenant, dans ma ferme, entouré par la nature et la certitude que je fais ce qui est juste, je trouve la véritable liberté. Et vous? Que feriez-vous si, en vous voyant comme un fardeau, vous découvriez que le véritable poids était un secret qui pourrait tout changer? Et comment utiliseriez-vous cette nouvelle liberté pour vous venger, pardonner ou redéfinir ce qui compte vraiment dans la vie?